Donc bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une table ronde sur l'art et l'entrepreneuriat au féminin. Tout d'abord, avant de démarrer, je voulais remercier chaleureusement Adeline d'être parmi nous pour discuter de cette thématique qui nous tient à cœur en tant qu'artistes. Et il est vrai aussi que nous avions envie de déconstruire cette image épinale de l'artiste qui est reclus dans son atelier et qui n'a pas besoin de vendre ses œuvres d'art pour vivre. Voilà. Donc c'était aussi l'objectif. Voilà, exactement. Donc c'est une table ronde. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Ça sera interactif et d'autant plus intéressant. Merci aussi à Nicolas qui nous a beaucoup aidé sur la partie prise de son, caméra, etc. C'était précieux. Donc merci beaucoup à toi, Nicolas. Et je vous propose, pour démarrer, qu'on fasse un petit tour de table très rapide pour qu'on se présente. Et je donne la parole donc à Adeline. Et juste pour vous préciser, pour nous, c'était une évidence de faire appel à Adeline, qui est elle-même artiste et entrepreneur, qui a plusieurs sociétés, dont Artwork in Promise et Calliope, et un programme aussi d'accompagnement pour les artistes qui s'appelle Maslow. Mais voilà, je te laisse peut-être en dire plus. J'ai le mien, c'est fabuleux. Quelle organisation, merci beaucoup. Merci en tout cas pour votre invitation, je suis ravie. Honnêtement, c'est la première fois que je suis présentée en tant que et artiste et entrepreneur. Merci pour ça. Mais parce que c'est marrant, moi j'aide les artistes à affirmer qu'ils sont artistes et moi-même je n'en parle jamais. Et je parle surtout de ma casquette d'entrepreneur. Et c'est vrai que mon côté artistique, puisque moi je danse depuis toujours et j'ai eu aussi la chance de danser en compagnie, fait que je comprends du coup les artistes et que je peux échanger avec eux dans le cadre de mes différentes sociétés et comprendre leurs besoins. Voilà. Donc je suis entrepreneur depuis 7 ans dans le monde de l'art. Je suis dans le monde de l'art aussi depuis plus longtemps. J'ai travaillé en galerie, en agence de communication, spécialisée dans l'art contemporain, Communicart pour ceux et celles qui connaîtraient. Et puis après j'ai entrepris, voilà, en parallèle de ma passion aussi pour la danse. Je vais t'emprunter ton micro. Anaë, tu... non. Du coup, merci de m'avoir passé le micro. Pardon. Moi-même, je suis artiste. J'ai un positionnement qui est un petit peu particulier puisque j'ai toujours eu un métier en parallèle de ma carrière d'artiste et j'ai mis très, très, très longtemps à accepter la partie entrepreneuriale du métier d'artiste. Moi, l'image d'Épinal, c'était mon rêve. Hein. Donc, il y a un vrai travail à déconstruire. Et du coup, je suis très contente d'en parler ce soir. Aussi parce que je pense que souvent, ça cache beaucoup de peur et d'angoisse vis-à-vis d'un certain inconnu. Et finalement, quand on met les mains dedans, on se rend compte que tout se passe bien. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà. Je m'appelle Cécile. S'il y en a qui ne connaissent pas, pardon. Oui, bonsoir à tout le monde. Rachel Altabas. Je suis au départ dessinatrice textile, donc j'ai plutôt une formation design, art appliqué. Et puis depuis maintenant 4 ans, je développe plutôt des projets personnels. Tout d'abord dans le dessin, puis c'était ma pratique initiale. Dessin, peinture, fresque, et puis depuis un peu plus de 3 ans maintenant, de la céramique et des sculptures. Voilà. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Anaë Goumri, donc je suis artiste multidisciplinaire, donc avec... c'est très compliqué pour moi de parler devant tout le monde. Et voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger plus longuement par la suite. Et donc Virginie Rasmont, artiste plasticienne. J'ai eu une autre vie avant d'être artiste, parce que j'ai travaillé 8 ans dans l'industrie cosmétique chez L'Oréal. Et puis, à un moment donné, il y a eu un momentum qui m'a fait passer de l'autre côté de la barrière. Dont on pourra reparler, du coup, ce passage du salariat à l'entrepreneuriat qui est très intéressant.
Je suis pharmacien de formation, et je pense que tout cet univers du bien-être et de la santé a vraiment nourri mon travail artistique. C'est vrai que j'ai un art qui est quand même assez engagé pour des causes en lien avec la santé, notamment la santé des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je n'ai pas spécialement envie d'être enfermée dans une case, donc je me considère comme une artiste multidisciplinaire. Et j'ai vraiment à cœur d'explorer tous les champs des possibles. Donc j'ai commencé par le collage papier. Aujourd'hui, je travaille l'aquarelle. Je fais aussi des fresques murales, des performances. Donc l'idée, c'est de ne pas se mettre de barrières et de se laisser la liberté d'explorer ce qu'on veut explorer. Voilà. Je vous propose de démarrer avec le premier sujet de réflexion, qui est justement sur cette notion d'être à la fois artiste et entrepreneur. Est-ce que pour nous, c'est une évidence ? Ça peut paraître antinomique pour certains, pour certaines. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur cette première question. Et Cécile, je te laisse la main. Du coup, j'allais dire, étant donné ce que j'ai annoncé juste avant, je vais rebondir tout de suite. Pour moi, c'était pas du tout une évidence. Je viens pas du tout d'un milieu où il y a de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui n'a absolument rien d'évident pour moi. Et j'ai grandi avec cette image de l'artiste dans son atelier, qui vit un petit peu détaché des considérations matérielles. Donc, comme il se doit, j'ai pas fait des études d'art, j'ai appris un métier, j'ai fait autre chose. Et pendant très très longtemps, ça a été un vrai frein, en me disant que j'avais pas les ressources nécessaires pour devenir entrepreneur, et donc que je ne pourrais jamais être artiste, puisque je ne pourrais jamais en vivre de manière correcte. Et donc ça a été un apprentissage pour moi qui est venu assez tard, qui s'est fait dans la durée surtout. Et je trouve ça très intéressant parce que j'échange aujourd'hui avec des gens qui sont en école d'art, par exemple, et qui me disent qu'en fait, on leur apprend toujours pas. Et je comprends, moi, personnellement, je comprends toujours pas qu'on n'apprenne pas. Ça me semble être la base, en fait, de savoir ce que ça implique dans un quotidien, au-delà de juste la création, qui est évidemment une part fondamentale. Et je pense qu'on aurait moins de mauvaises surprises si on était mieux préparé sur le sujet. Donc voilà, moi, c'est un de mes chevaux de bataille. C'est la formation des artistes et la manière dont on leur apprend à exercer un métier. Tout s'apprend. Mais il faut savoir où trouver les ressources, et donc c'est un vrai sujet, et je trouve qu'on est souvent malheureusement un petit peu trop isolé. Donc il y a aujourd'hui de plus en plus de ressources qui existent pour nous permettre de nous former, et puis c'est une formation continue entre guillemets, mais voilà. Donc en tout cas moi, ça a changé ma vie et ma perception du métier d'artiste, même si c'était pas du tout une évidence à l'origine. Peut-être que Adeline, tu veux dire un mot justement sur cette notion de former les artistes à avoir ce mindset d'entrepreneur et être un peu chef d'orchestre de leur développement et de leur carrière artistique en fait. Oui, bien sûr, je peux en parler. Moi, ce qui est amusant, c'est que c'est l'entrepreneuriat qui m'a amenée à être l'artiste. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de ne pas faire de la danse mon métier au début. Je me suis formée, je voulais être dans la vie active très tôt. Moi, je viens pas d'un milieu aussi où il y avait du réseau, des études, tout ça. Donc, j'ai étudié la communication après l'histoire des arts, et je voulais mettre mes compétences de marketing, communication, business au service des artistes. Et en apprenant tout ça, je me suis dit, et si moi aussi je faisais de ma très grande passion et de mes compétences techniques artistiques quelque chose de plus que de l'amateurisme. Et du coup, j'ai recontacté une ancienne professeure qui avait monté une compagnie, j'ai pris un café avec elle, je lui ai expliqué mon intention, que j'avais envie de continuer à travailler ma danse, que j'avais envie de faire quelque chose de plus, que j'avais envie de monter sur scène, mais que je ne savais pas comment faire. Mais par contre, j'avais de la matière, j'avais des photos. Je savais présenter mon travail, je savais rentrer en contact, oser aussi dire à la personne avec qui j'avais envie de travailler que j'avais envie de travailler avec elle, lui trouver des salles en potentiel où on pouvait se produire, m'impliquer aussi dans la compagnie. Et grâce à ça, à ces compétences finalement entrepreneuriales, j'ai fini sur la scène de la Nouvelle Ève notamment. Donc c'est quand même chouette. Et donc je milite évidemment pour que les artistes quittent un peu le fantasme, un peu comme le prince charmant. Vous savez, on attend et puis il va venir, forcément.
Le mécène, il ne va pas taper la porte en disant je vais vous soutenir maintenant, vous et votre art. Le ou la galeriste ne va pas dire mais oui, bien sûr, je vais être la source de tous tes revenus à partir de maintenant puisque je vais te représenter. Ou alors ça peut arriver, mais ça dure longtemps en attendant. Donc en attendant, il faut bien payer son loyer, réaliser les projets qu'on a avec sa famille, etc. Voilà ma vision. Très intéressant. Est-ce que Rachel, tu veux sinon du coup, sur la question de la relation entre artiste et entrepreneur, alors moi, c'est marrant parce que c'est vrai que vu que je viens du design plutôt, du coup des arts appliqués, qui est encore un autre secteur, peut-être que le milieu de l'art regarde un petit peu d'en bas, parce que justement, il y a cette question de la commercialisation dès le départ, puisqu'on travaille pour l'industrie, en fait. Donc, en fait, c'était peut-être à un moment donné essayer d'affirmer un peu le statut d'artiste, qui commence à peine à être affirmé, on va dire, de mon côté. Et le côté entrepreneur, c'est vrai que j'ai commencé très vite en freelance. J'ai été très vite à la Maison des Artistes pour des questions de liberté, de pouvoir travailler avec plein de gens différents dans le secteur à la fois de la mode et de la décoration. Donc en fait, l'entrepreneuriat s'est très vite imposé à moi, de manière un peu, organique, quoi. Donc je dirais pas que je me suis posé cette question vraiment, quoi. C'est plutôt une question que je me pose maintenant avec vous et... Pour l'instant, je me dis que c'est vraiment une liberté, en fait, et la possibilité de faire plein de choses différentes. Est-ce que quand tu es devenu, quand tu as justement acquis ce statut, quand tu as acquis ce statut d'entrepreneur un peu malgré toi finalement, est-ce que tu as ressenti un moment où tu t'es demandé comment tu t'étais retrouvée là-dedans? Est-ce que c'était vraiment comme ça que tu voulais fonctionner? Parce qu'on est quand même, je ne connais pas la formation que tu as faite, mais on est quand même dans une société où globalement le modèle ultime c'est le salariat, avec l'idée du chef qui te dit quoi faire. Et donc c'est vrai que si c'est pas... Il y a des gens pour qui c'est un vrai mindset, mais si ça ne vient pas naturellement... Comment est-ce qu'on réajuste? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est posé pour toi ou tu as trouvé tes marques instinctivement dans ce rôle-là? Alors, c'est marrant parce qu'en plus tout à l'heure tu parlais des formations en école d'art. Moi j'ai fait donc une école d'art appliqué, l'école du Perret à Paris. Et c'est vrai que même en art appliqué, on ne nous apprend pas à vendre nos... Donc c'est le summum, j'ai envie de vous dire. Donc non, c'est vrai qu'en sortant de cette école-là, par exemple, je me suis jamais dit je vais être freelance. J'ai commencé en tant que salariée. C'était très très bien. J'ai adoré cette période. Mais aussi, je pense que je voyais déjà, même très tôt, la limite que j'avais de travailler pour une seule personne, d'être à un poste aussi, pas la question du cadre en fait, d'être mis dans un cadre et de pas en bouger en tout cas, sinon il faut... si tu diriges d'autres personnes, mais tu es toujours dans le même secteur, etc. Surtout, moi j'étais vraiment dans le secteur de la mode, qui est un secteur très codifié. Si tu fais du foulard, tu fais que du foulard. Enfin voilà. Donc c'est vrai que ça m'embêtait beaucoup, quoi. J'avais besoin d'être libérée de ces contraintes-là et de pouvoir faire un peu ce que je veux. C'est une parfaite transition parce que moi c'est exactement pareil que toi, Rachel, sachant que j'ai pas du tout évolué dans le même univers. Moi c'était l'univers de la beauté que j'ai par ailleurs adoré, mais je crois que j'avais ce besoin d'espace pour entreprendre qui n'était pas suffisant en fait. Et j'avais cette soif de liberté, de pouvoir être un peu à la tête de mon navire. Et voilà, c'est pour ça que ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter le salariat et de développer ce que je considère une entreprise finalement. Parce qu'être artiste, c'est avoir une entreprise. Et cette entreprise, c'est les créations, c'est tous les projets qu'on mène, de diverses natures que ce soit. Et... donc ouais, c'était vraiment je me suis toujours dit j'ai envie d'avoir plusieurs vies dans ma vie. Donc c'était évident pour moi qu'à un moment donné j'allais passer par cette case de l'entrepreneuriat, sachant que dans ma famille il y a pas mal d'entrepreneurs. Donc c'est aussi le fait de baigner dans cet écosystème-là forcément donne des idées. Voilà, après je pense que ce serait intéressant aussi qu'on aborde à un moment donné la question de
ce qu'on vend, c'est un prolongement de nous-mêmes. Donc, quelle distance on met justement avec ça, parce que finalement, les produits, ce sont nos créations. Donc, il y a quand même une grande partie de nous-mêmes. Ça fait partie des difficultés, je pense, des artistes. Mais donc, ça, c'est une autre question, mais ce serait intéressant qu'on l'aborde ensemble. Et voilà, globalement. Alors, pour ma part, moi, je viens du milieu de la mode. Et du coup, moi, ça a été... Enfin, c'était pas un sujet... dans la mode, enfin, moi, en tout cas, je pense que l'argent c'est pas un gros mot, en fait. Il n'y a que quand je suis arrivée dans le monde de l'art où on sent qu'il y a un mur, en fait. Dans la mode, non. Moi, je suis, en fait, à la base, j'ai une formation de nail artiste, donc... il y a un moment, j'ai voulu les ongles, ça me suffisait plus de peindre sur des ongles et de créer. Donc, et j'avais envie de m'exprimer autrement. Mais c'est vrai que donc ça fait presque 20 ans que je suis freelance. Et pour moi, vendre mon travail, ça n'a jamais été un gros mot parce que on est artiste, on vend quelque chose, donc on le fait pour soi, mais on le fait aussi. Il y a un moment, il faut bien payer les factures aussi. Donc, mais quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était complètement opaque, c'était pas du tout les mêmes codes, c'est pas du tout la même chose, et je comprenais pas pourquoi c'était autant tabou. Parce qu'en vrai, quand on discute entre nous, ce qu'on a envie au final, c'est quand même de vendre. Voilà, on fait partie aujourd'hui d'un collectif et ce collectif-là, le Cercle de l'Art, qui au final, le but ultime, c'est pendant 1 mois de vendre la production qu'on a faite pour un portfolio qu'on va présenter à nos collectionneurs. Donc, et je trouve que voilà, c'est un petit peu hypocrite en fait de dire que, alors oui, on peint, ça nous fait du bien, mais on a envie aussi de faire du bien aux autres. Et puis vendre, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Merci, ça me fait une passerelle par rapport à ce que je voulais exprimer. C'est que, en soi, la vente d'œuvres et le fait que l'artiste vende, c'est pas tabou du moment que l'artiste vend pas seul. Parce que le marché de l'art, en fait, c'est de la vente. On ne parle que de ça, dans les foires, via les galeries. C'est que l'artiste vende via son propre circuit, sans aucun partenaire commercial, qui est très tabou, je trouve. Et c'est justement ça, le lien avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, il fait cavalier seul. Il a son écosystème, il a ses partenaires, mais il n'y a pas ce rapport très, j'allais dire patriarcal, paternaliste, je suis la personne qui doit vendre ton travail, toi, crée, moi, je vends. Et ce qu'on essaye, je pense, de bousculer tout ici, c'est ça, en fait. C'est de ne pas dire qu'on a besoin de personne, parce que c'est pas vrai. On a besoin de diffuseurs quand on est dans le spectacle, on a besoin de partenaires quand on est dans les arts visuels, mais on peut aussi trouver des solutions plus directes et avoir des partenaires, un écosystème, mais aussi vendre soi comme un entrepreneur, comme une entrepreneur. Voilà. Au final, quand une galerie, souvent quand un agent ou une galerie vient vous dit qu'il aime votre travail, qu'il souhaite vous représenter, il faut quand même, faut pas être hypocrite, il faut être un petit peu établi. Et pour être un petit peu établi, il faut avoir les codes pour le faire. Et quand on les a pas, c'est compliqué. Parce qu'un galeriste qui va venir vous chercher, il y a quand même quelque chose qui s'est fait en amont. Et si c'est pas vous qui le faites pour vous, je sais pas qui est-ce qui va le faire. Mais quand un galeriste va venir vous chercher, c'est déjà que vous êtes établi dans votre carrière et vous commencez un petit peu à monter. Et là, voilà, vous commencez à intéresser. Mais avant, je trouve qu'il y a une espèce de fossé, quoi. Si je peux juste réagir là-dessus, je pense que c'est justement là la grande difficulté et ce qui effraie beaucoup dans le fait d'être son propre entrepreneur, c'est cette solitude de l'entrepreneur. Parce que tant qu'on n'a pas rencontré le bon écosystème, les bons partenaires, les personnes qui vont nous accompagner, sans pour autant que ce soit quelqu'un qui prenne le lead à notre place,
on peut se sentir un peu perdu justement à défaut d'avoir les codes. Et on en revient beaucoup, pour moi en tout cas, à cette idée de il faut expliquer, il faut former, il faut comprendre. Et pour comprendre, ça prend du temps, ça nécessite, alors typiquement les collectifs d'artistes, c'est quelque chose, le Cercle de l'Art évidemment, mais il y en a plein d'autres qui existent par ailleurs, les formations, tout ça, c'est des outils qui sont extrêmement précieux. Et c'est vrai que le discours a énormément changé par rapport à ce qu'on disait il y a encore une vingtaine d'années, où c'était un peu tout seul dans sa grotte, et où maintenant, on parle vraiment de notre place au sein d'un écosystème général. Et donc, finalement, rencontrer le galeriste qui va diffuser notre travail, ou rencontrer la gloire et le succès, ce dont on rêve évidemment tous, ça devient presque moins important que juste de réussir à faire perdurer ce projet qu'on mène et qu'on développe, et où finalement on peut aussi créer un métier qui nous est complètement propre. Tu vois, Virginie disait, elle ne veut pas être catégorisée dans une seule manière de créer. Finalement, il y a aussi cette liberté qu'on applique dans notre création artistique. Elle est aussi quelque chose qu'on peut appliquer dans une démarche d'entrepreneur, où finalement tout est ouvert. Donc voilà. Mais ça demande d'avoir les outils et de les maîtriser. Et donc je pense que c'est vraiment là que se joue l'enjeu pour la plupart. Après, si je peux rebondir sur cette notion de solitude et de difficulté à comprendre les codes, etc. Surtout quand on n'est pas accompagné par un agent ou par une galerie, ce qui est le cas au départ. Après, personnellement, je ne pense pas que ce soit antinomique d'être entrepreneur et d'être représenté par une galerie. Je pense que c'est complémentaire. Oui, c'est complémentaire. Ouais, d'ailleurs, ouais, tout à fait. Je dirais, en tout cas, moi, les difficultés que j'ai pu avoir au départ, c'est justement de me dire comment je me positionne par rapport à tous ces artistes, dans quel écosystème est-ce que je veux évoluer, qu'est-ce qui fait sens par rapport aussi à ma vie d'avant, et donc de trouver un peu sa patte, son ADN. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, et voilà, c'est pas toujours évident. Donc il y a un vrai sujet, de réfléchir à son positionnement en tant qu'artiste, sur la façon dont on veut distribuer son travail aussi. Est-ce que notre objectif ultime, c'est d'être représenté par quelqu'un, ou justement de garder une totale autonomie et une indépendance, parce que ça peut être aussi un choix. Tout ça, c'est des questions auxquelles on est amené à réfléchir. Je sais pas si... Oui, est-ce qu'il y a des questions ou des interventions On fait un petit check. Ok, on continue. Non, je crois que... je sais pas si vous voulez qu'on les garde pour après, ou on peut les garder pour après, les questions, sinon. Comme vous voulez, si c'est en lien avec... Vas-y, Gabrielle, au contraire. C'est intéressant ce que tu disais, Anaïs, sur le fait que les galeries vont venir te chercher. C'est quelque chose, c'est complètement ouvert, je parle juste en mon nom propre, mais il y a beaucoup cette notion de les galeries vont venir te chercher, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est créé comme une barrière sur le fait que les artistes ne vont pas aller chercher les galeries. Ouais, complètement. Il y a une défiance qui s'est créée. Nous, on a une galerie, on est sollicité pour des portfolios, mais j'ai pas 100 artistes qui m'envoient des portfolios par jour. En fait, j'en ai pas beaucoup, j'en ai très peu, et à chaque fois on regarde. Parfois ça correspond, parfois ça correspond pas. Il y a des artistes que maintenant on représente depuis 5 ans et qui sont des artistes de la galerie contemporain et qui ont juste passé le pas de la porte et qui nous ont dit je suis artiste, vous voulez voir mon portfolio. Et en fait, je sais pas, c'est une question ouverte. J'ai l'impression qu'il y a une défiance qui s'est créée entre les artistes et les galeries, comme un lien qui s'est rompu, et qu'aujourd'hui les artistes ne vont pas proposer leur travail. Je pense peut-être par épuisement, par essoufflement auprès des galeries. J'ai une question un peu ouverte, parce que du coup, même dans la présentation, vous êtes tous entrepreneurs, et je trouve ça, je suis une première admiratrice de votre travail et de ce que fait aussi le Cercle, et du fait de se rassembler et de trouver des initiatives. Et voilà, je me pose cette question de me dire... Ouais, franchement, merci. Je veux juste répondre à cette question que je trouve super pertinente. On a beaucoup de choses à dire. On n'a pas assez de micros.
On te donne la main après, Aude. Merci Gabriel pour cette question. Alors, je ne sais pas si j'utiliserai le mot défiance, mais par contre, c'est une histoire de code. Moi, j'ai un souvenir très précis d'avoir eu une conversation avec une artiste très expérimentée quand je venais de démarrer. Et une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est « ne va pas à la rencontre des galeristes pour envoyer ton portfolio. Ça ne fonctionne pas comme ça, ce ne sont pas les codes, c'est les galeries qui viendront à toi. » Et ça m'avait marqué parce que, en fait, moi, c'était complètement intuitif d'envoyer mon portfolio au plus grand nombre pour que les gens puissent voir mon travail, etc. Et c'était une des premiers conseils que j'avais eu de quelqu'un d'expérimenté. Moi, je suis pas du monde de l'art. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je ne suis pas du monde de l'art. Ouais. Mais moi, il n'y a pas de monde de l'art. Il y a des gens que ça arrange, qu'il y ait des frontières, des barrières à l'entrée, et qu'on crée cette espèce de monde. Alors, j'aime bien le mot écosystème, je trouve ça beau de se dire, ça arrange certaines personnes qui aient ces barrières-là, et ces codes, comme tu dis, et ouais, c'est plein de questions que j'ai en suspens, moi, sur ces notions-là. Et Aude, tu voulais... Non, je voulais juste dire que, en fait, moi, j'ai l'habitude d'envoyer quand il y a une galerie, un agent ou quoi qui m'intéresse, j'envoie. Et très souvent, on ne peut pas forcément les rencontrer, donc je passe par là, puis après, j'essaye d'appeler et tout. Et à chaque fois que je raconte ça à des artistes, on me dit « mais ça sert à rien ». Et en fait, je ne vais pas vous dire « ça a marché, maintenant je suis dans tel ». Mais j'ai fait des rencontres comme ça, qui n'ont peut-être pas abouti, mais en tout cas, c'est des gens avec qui maintenant il y a un lien. Et c'est un truc que moi, j'ai jamais pu intégrer de pourquoi on ne peut pas. De toute façon, c'est quelque chose que je ne peux pas intégrer au tout court de cette chose des codes et des standards. Ce concept de d'ériger toujours des murs supplémentaires, quoi. Si ça marche pas, la rencontre n'a pas lieu. Mais quand ça marche, nous, en 6 mois, on a monté une expo, un solo show, parce qu'il y a une personne qui a passé la porte de la galerie en ayant vu une œuvre d'art et qui a dit « moi aussi, je suis artiste ». On a attendu son portfolio, on l'a pris, et maintenant, c'est un des artistes qu'on représente, et on le soutient dans toutes ses démarches. Il est actuellement à Bruxelles. Enfin, on le soutient partout, quoi. Et c'est parce qu'il y a une rencontre qui s'est faite à un moment et qu'on aimait son travail. Je dis pas, on ne peut pas exposer tous les artistes du monde, c'est sûr. Gabriel, je pense que vous allez recevoir 40 portfolios demain. Je plaisante. Mais en effet, si je peux me permettre pour rebondir, moi je me suis lancée en tant qu'artiste il y a pas très très longtemps. Et au départ, j'avais une vision très naïve justement de ce monde-là, en mode je vais aller avec mon petit portfolio, je vais aller toquer aux portes, j'ai envoyé des mails. Et on m'a vite recadré, mais en mode non mais ne fais surtout pas ça, tu vas te faire griller, après c'est mort, tu peux pas. Et en fait, du coup, on te dit plein de choses comme ça. Et du coup, de vous entendre dire ça, en fait, je suis là genre ah bon, en fait, il y en a. Mais, pas pour toutes les galeries, hein, bien évidemment, mais... Parce que c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Après, l'univers, l'écosystème, il est très très varié. Je pense que tous ici, vous avez... Moi, je parle en plus en mon compte, donc c'est compliqué aussi. Pour moi, j'ai pas forcément une grande vision. Si on a une, en théorie, on a peut-être 2. Ouais, après, chaque galerie fonctionne d'une certaine manière, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression justement que ce truc de cultiver... il y a plein de choses. Moi, ça fait pas longtemps que je travaille dans le milieu des galeries, même si la famille est très présente. Une galerie depuis 100 ans, nous c'est dans le centenaire, donc c'est une vraie histoire de cette famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu beaucoup de choses qui me sont apparues comme un peu absurdes, quoi, ce lien de... Et donc du coup, on fait un peu avec notre façon... On a notre façon de faire en tout cas. Et je pense que les barrières qui sont mises à l'entrée pour beaucoup de sujets, de créer des distances, bon, en tout cas, nous, pour moi, ça ne parle pas. Non. Merci beaucoup, ouais. Moi, je crois que c'est une histoire d'équilibre, parce que effectivement, vous dire que vous allez vous griller si jamais vous envoyez des portfolios à des galeries, mais quoi d'autre? Vous allez être exilé et on va vous... C'est quand même too much. Et en même temps, de l'autre côté, il y a aussi parfois des artistes qui, parce qu'ils ont des rêves, des aspirations, de l'amour pour certains galeristes et leurs lignes artistiques, que parfois, ils ou elles ne voient pas l'écart qu'il y a entre leur maturité artistique et ce qui est proposé à la galerie. Donc, beaucoup de galeries ont pu recevoir des portfolios, des artistes qui candidatent et qui sont à côté, voire pire, qui ne sélectionnent même pas. C'est une galerie, elle est dans mon périmètre, fichier, envoyé, ça part.
Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, ça dit de la personne qui démarche, elle ne regarde pas ce que je fais en tant que galeriste. Et vous m'avez l'air d'être une perle rare quand même, mais je pense que vous appréciez quand vous recevez des portfolios parce que vous avez la sensation que ce que vous recevez est adapté à votre ligne artistique. Et c'est pour ça que vous en êtes réceptive, certainement. Oui, mais je pense aussi au lien, mais je pense au lien qui se crée entre l'artiste et le... Moi, je connais Jérémy depuis quelques années, en fait, et on s'est rencontrés un peu par hasard. Et là, on a continué à se voir, c'est un peu les jamais d'amitié, et puis il y a quelque chose de très naturel aussi, et je pense qu'on se suit, en fait, on se suit mutuellement. Je pense qu'il y a aussi un sujet de barrière et de lien. Je sais que nous, on apprécie aussi grandement quand les artistes, que les choses se font naturellement, mais que quand il y a un suivi, ou quand ils viennent à des expos, quand ils suivent les autres artistes, il y a, encore une fois, l'écosystème se nourrit. Enfin, après, moi, on s'est retrouvés aussi avec Virginie, parce que moi, je viens plutôt des grosses entreprises et tout, et ce truc de, les gens que tu connais aujourd'hui, moi, j'ai bientôt 40 ans, c'est des gens avec qui je bosse depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans. Et je pense que dans tous les milieux, c'est comme ça. Il y a des rencontres qui sont à certains moments. Et puis dans 10 ans après, tu te retrouves avec des personnes avec qui tu étais. Et si tu es un artiste ou si tu es une galeriste, tu vas pouvoir retrouver des personnes que tu avais connues il y a 5 ans. Le travail a changé, évidemment. Mais il faut créer du lien. Et au-delà de juste de la transaction, de dire voilà mon portfolio où je ne regarde pas, etc. D'affiner, quoi. En fait, tout s'affine. Et je suis complètement d'accord avec le sujet de l'équilibre. Quand on disait les injonctions, faut pas, tu vas te faire griller et tout. J'ai un peu le parallèle avec le premier enfant, quoi. Enfin, c'est un peu la panique à bord parce qu'on t'explique que tout est son contraire. Toi, tu es là, ok, alors qu'est-ce que j'en fais parce que... Puis l'œuvre d'art, c'est aussi un peu, comme tu disais, on se sépare d'une partie de nous aussi. Donc, Mais vous l'avez dit, c'est une question aussi de relationnel. Et Ophélie, qui est juste là, qui est artiste, qui vient de Marseille, tu t'attendais pas à celle-là, Ophélie, je sais. Si je suis ta coach, c'est aussi pour ça. On travaille ensemble depuis quelques temps. Elle est au sein de mon programme aussi Maslow. Elle a des envies, évidemment, aussi de rencontrer des galeristes. Est-ce que tu peux nous partager le conseil que je t'ai donné et d'ailleurs ce que tu as fait cet après-midi ? Bonjour à tous. Adeline, tu m'as piégée. Je pense que c'est le conseil que tu m'as donné, c'est oser aller rencontrer les gens, prendre la parole et être soi-même aussi, je pense. Vraiment oser rencontrer. Aller directement aux galeries et tisser un lien. Exactement. Oui, et puis peut-être sans forcément avoir des attentes prédéfinies absolument. Je pense que créer du lien, c'est pas forcément se dire je veux créer du lien pour... Parfois, il y a des rencontres humaines qui sont incroyables et en fait, on va peut-être pas construire une relation galeriste-artiste, mais on va construire une autre relation. Et c'est ça que je trouve intéressant en fait quand on est artiste, c'est pas de nouer uniquement des relations avec des artistes ou avec des galeristes ou avec des agents, c'est de nouer des relations avec plein d'écosystèmes différents. C'est ça que je trouve finalement très, très, très riche. Bon, peut-être qu'on s'éloigne un peu de la question du coup. Mais ceci étant dit, je trouverais ça intéressant qu'on embraye peut-être avec les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui en tant qu'artiste entrepreneur. Quelles sont quelle est la plus grande difficulté auxquelles on fait face aujourd'hui ? Rachel ? Alors, je dirais qu'une des plus grandes difficultés, c'est de savoir où mettre la bonne énergie au bon endroit. Parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement de solliciter peut-être des galeries, mais les bonnes, trouver celles qui correspondent vraiment à notre univers. Ça peut être une piste. Est-ce que c'est de trouver quelqu'un pour nous accompagner comme un agent ? Moi, pour le coup, j'ai quelqu'un qui m'accompagne depuis 4 ans maintenant. Mais ça ne solutionne pas tout. Donc il y a quand même encore beaucoup d'énergie aussi à mettre sur plein de choses différentes. Qu'est-ce qu'on veut développer ? Et je trouve que c'est jamais facile d'arriver à se positionner parce qu'en fait on a envie de faire plein de choses et d'essayer de développer tout en même temps, d'être un bon communicant parce qu'aujourd'hui c'est tellement important et on a l'impression que c'est même une des choses les plus importantes de savoir bien communiquer sur soi et de communiquer en permanence en fait. Alors qu'il faut, je pense aussi, c'est trouver la bonne communication qui aussi fonctionne avec notre univers et donc ça aussi c'est pas toujours évident d'avoir le recul nécessaire
pour le faire. Enfin voilà, c'est ça aussi en fait, c'est d'avoir toutes ces casquettes différentes et de pas toujours avoir le recul nécessaire en fait pour voilà, pour avoir une vision globale. Alors pour le coup, moi j'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui est aussi là pour me conseiller sur tous ces sujets, mais ça reste, je pense, une des grandes difficultés de savoir comment, voilà, où est-ce qu'on met l'énergie, quoi. Et je veux juste rebondir sur quelque chose, Rachel. Tu disais toutes ces casquettes que l'on doit porter, casquettes de bon communicant, et il y en a d'autres. Et en fait, je rajouterais que toutes ces casquettes-là sont en fait des métiers à part entière. Enfin, le simple fait de créer, c'est un métier. Le fait d'être un bon communicant, c'est un autre métier. Le fait de gérer sa comptabilité, c'est un métier. Donc en fait, c'est comme si on était un couteau suisse de plein de métiers. Et finalement, voilà, quelle place reste-t-il à la création pure aussi dans tout ce quotidien au début, ouais, au début. Donc, pardon. Je veux bien juste... je sais que je prends un peu d'avance sur une question qui viendra après, mais ce que tu dis sur la bonne énergie, je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à la manière dont on exerce un métier qui prend notre vie tout entière. Et donc, comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre ? Cette énergie-là, elle est importante. Et donc, dans les difficultés que rencontre un artiste aujourd'hui, moi, je dirais comment est-ce qu'on fait pour créer un équilibre vivable et durable entre les préoccupations du quotidien qui peuvent être très, très différentes selon les gens et la réalité dans laquelle on vit. Donc voilà, je sais qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, c'est au rang des difficultés et je pense que ça fait un peu écho. Voilà. Oui, moi, je dirais la même chose, c'est trouver ce qui est toujours difficile, c'est de trouver le bon équilibre. Et on voit bien que tout le côté admin, communication, ça prend énormément de temps et d'énergie. Et du coup, moi, j'ai du mal à trouver l'équilibre entre les moments où j'ai terriblement envie de créer et qu'il y a tout l'admin qui m'appelle et puis là, il faut faire un post et puis là, il faut faire une story et puis. Et en fait, je trouve que ça prend énormément d'énergie et de place et c'est pas toujours évident, pour moi en tout cas à mon niveau, et je crois qu'on est beaucoup comme ça, à trouver vraiment le bon équilibre. Parce que là, il y a des moments, je me rends compte, j'ai envie de créer et que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce qu'il y a d'autres choses. Tout est prioritaire en fait. Tout est prioritaire et c'est ça qui est compliqué quand on est seul. Ça, c'est vraiment compliqué, je trouve. Pour les entrepreneurs, c'est comme pour les artistes, je peux vous garantir. C'est difficile aussi de trouver l'équilibre entre toutes les choses à mettre en place parce que quand on est entrepreneur, il faut créer ses offres, les promouvoir, animer son réseau, être visible, lutter pour être visible, encore et encore toujours parce que c'est toujours les mêmes qu'on voit. Donc pour sortir, alors que c'est toujours les mêmes qu'on voit, c'est du travail. Donc c'est comme pour les artistes aussi, pour les entrepreneurs. Et les solutions, c'est travailler sur sa gestion du temps et sa productivité. Moi, c'est devenu une obsession ces 3 dernières années. J'ai intégré d'ailleurs un module à ma formation pour artistes exprès sur ça, productivité, gestion du temps, avec des matrices, des trucs, des lois physiques pour gérer son temps. Parce qu'en fait, quand on apprend après ce genre de choses, on peut bosser mieux son organisation professionnelle et personnelle même. Oui, automatiser des tâches. Alors là, c'est plutôt côté, on va dire, presque marketing digital et tout. Moi, je parle vraiment de la science de la gestion du temps. De l'organisation, de la priorisation des tâches, comment s'organiser dans tout ça, quoi. Comment arrêter la to-do qui fait 24 checks et qui est en fait plus angoissante qu'autre chose quand on démarre sa journée. Tout ça, il y a une vraie science là-dessus, en fait, et c'est passionnant. Donc voilà, les difficultés, c'est un peu identique. Et moi, ma plus grosse difficulté, je crois, quand même, c'est les déceptions. Les déceptions, c'est vraiment les sentiments, je trouve, qui me freinent le plus et du coup qui freinent mon énergie, alors qu'on a besoin de cette énergie pour aller de l'avant. Et les déceptions, c'est les trucs qui me sonnent le plus et qui m'empêchent de reprendre mon élan rapidement. Voilà. Et du coup, quelles sont tes solutions face à ces déceptions ? Comment tu gères Voilà. On est preneuse de conseils. La seule chose que j'ai trouvée de vraiment efficace,
après la danse, évidemment, c'est accepter le temps de digestion. Voilà. Donc attendre. C'est une et accepter qu'il faut attendre. Ouais. Pour moi, c'est au-delà de... C'est revenir à la création, qui est la raison première pour laquelle on fait ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on a une grosse déception, finalement, peut-être que la solution, c'est se dire, OK, je mets en off pendant quelques jours. Là, je vais juste faire ce que je sais et que j'aime faire, sans enjeu, sans me mettre la pression, juste pour me rappeler pourquoi est-ce que je fais tout ça. Et moi, je voulais ajouter, si j'ai un petit conseil que je voudrais partager, je crois que rien ne m'a fait plus avancer en tant qu'artiste que les petits mots désagréables ou les déceptions. Et souvent, on est hyper vexé, etc., parce qu'évidemment, c'est nous qu'on met dans nos œuvres. Mais alors, j'invente rien, hein, ça existe. Enfin, voilà, Voltaire l'a très bien écrit, mais j'ai essayé toujours de chercher quel était le message qu'on voulait m'envoyer. Et en fait, où est-ce que je pouvais progresser ? Qu'est-ce qu'il y avait de vrai dans la critique en essayant de dépassionner complètement. Et en fait, j'ai fait des pas de géant comme ça. Alors, j'ai arrêté la céramique. Un jour, on m'a dit « tu tournes super mal ». Et ce jour-là, j'ai pensé « gna gna, pauvre conne », évidemment, comme tout le monde. Et en fait, elle m'a libérée, mais d'un poids. C'est un truc que je m'imposais. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses très positives dans les petites piques ou les déceptions à vivre et à digérer. Se laisser le temps de les digérer. Ouais, voilà. Et puis changer la grille de lecture, pas le prendre personnellement. En fait, il faut complètement dépassionner le truc, c'est se dire, ouais. Il est où le message ? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre ? Qu'est-ce que je n'ai pas du tout envie d'entendre ? Où est-ce qu'il se trompe ? Et où est la vérité pour moi, quoi. Oui, c'est sûr qu'il y a effectivement la leçon à tirer, mais... J'évoquais plutôt des situations presque froides, des ventes manquées, des projets qui s'arrêtent alors que tu as démarré pendant 3 mois, des choses, pas des choses forcément de l'ordre de l'affect, mais plutôt des déceptions business, des déceptions qui sonnent en fait. Et évidemment qu'il y a toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, une leçon à tirer, mais parfois la brutalité, les trahisons aussi peuvent être mises en déception. Et même si on tire la leçon, c'est quand même des difficultés parce que, voilà, à mon sens, ça freine. En tout cas, moi, ça a été les plus grandes. Mais oui. Bonjour, moi je suis aussi une femme entrepreneuse. J'ai un lieu créatif dans Paris. Je ne suis pas une artiste, mais au niveau des déceptions, des ventes manquées ou des choses comme ça, je vois très bien parce que moi aussi, il y a eu des déceptions et ça plombe un peu le moral. Moi, ce que j'essaye de faire pour que ça me rebooste, c'est que je me dis que l'opportunité, elle a été là. Elle n'a pas abouti, mais elle était là, c'est qu'il y en a d'autres. C'est que du coup, il y a d'autres choses qui existent, qui peuvent arriver. On devait avoir un très gros deal pendant 2 mois qui ne s'est pas fait. Et je ne pensais même pas avant que le deal arrive que c'était possible qu'on ait une opportunité comme ça. Alors quand il est arrivé, j'étais super enthousiaste. Ça ne s'est pas fait, donc déception. Mais je me suis dit, mais c'est qu'en fait, ça que j'avais même pas vu, c'est possible. Donc, mais c'est qu'il y en a d'autres. Celui-là, il ne s'est pas fait, mais on peut peut-être aller en chercher d'autres pour essayer de aussi choper le positif dans cette déception. Voilà ce que je voulais partager. Ça s'appelle Mazette, laboratoire créatif. Cool, merci pour ce partage. On ira voir. Merci. Et peut-être, je voulais juste, en termes de difficultés, je voulais juste rajouter un point sur le financement de nos projets artistiques. Puisque personnellement, moi j'ai une liste à rallonge, j'ai un carnet où j'écris toutes mes idées. Et c'est en fait la liste elle s'allonge, mais c'est difficile de mettre tous les projets en place par manque de financement. Donc aujourd'hui j'ai fait le choix d'autofinancer certains projets, mais je ne peux évidemment pas tous les autofinancer, donc c'est vraiment choisi pour les bonnes raisons. Et en fait je trouve que ça c'est une grande difficulté en fait, de trouver des gens qui vont nous accompagner sur le plan financier, un peu comme des sponsors, voilà. Donc personnellement je passe une partie de mon temps à essayer de trouver des sponsors et je trouve ça difficile, voilà. Okay. Oui, c'est bon. Okay. Merci juste d'aborder la question pour une note plutôt positive, on peut parler de nos fiertés en tant qu'entrepreneurs. Allez. Oui, parce que je crois que malheureusement, il nous reste une dizaine de minutes
Voilà. Fierté en tant qu'entrepreneur. Alors moi, ma plus grande fierté, elle est très personnelle. C'est pas un accomplissement matériel, mais c'est justement le fait d'avoir réussi à dépasser cette peur de l'entrepreneuriat. Je suis très fière d'avoir réussi à mener à bien des projets là où il y a 5 ans, je n'imaginais absolument pas que ça serait possible. Et donc ça implique avoir démarché parfois des galeries, dans la douleur. Mais aussi m'être dit, je vais monter une exposition, je veux organiser une résidence d'artiste. Alors, je ne suis jamais invitée parce que c'est très difficile d'avoir des places en résidence. Je vais monter ma propre résidence d'artiste, d'avoir réussi à le faire, d'avoir envie de le refaire du coup, et me rendre compte en fait au fur et à mesure de ces projets que toutes ces choses qui me paraissaient complètement insurmontables, une fois qu'on a les mains dedans, on se rend compte que finalement, un pas après l'autre, finalement, on arrive à faire beaucoup de choses. Voilà. Et pour moi, qui suis plutôt de nature un peu craintive, c'était une grande victoire personnelle et je pense que j'aurais pas découvert cette facette-là de moi-même sans me lancer dans cette aventure. Pour le côté positif. Moi, je dirais que c'est peut-être plus assumer le côté artiste et non entrepreneur. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a plutôt un travail de commande pour des marques, en fait, comment basculer aussi de l'autre côté et pouvoir proposer son propre travail, mais plutôt dans une optique de collaboration et plus juste de commande. Et voilà, donc je dirais que c'est le début de ça et je commence à en être très fière. Voilà. Moi, je dirais que ma fierté, c'est d'avoir appris à me faire confiance et ouais, d'être fière. D'être là aussi aujourd'hui, parce que de vous parler, voilà, tout ça, c'est des petites fiertés. Et pour un côté très personnel, j'ai 3 filles. Et en fait, quand je vois, je me dis, ouais, 3 filles, c'est lourd d'avoir 3 filles. Hein. C'est génial, mais il y a une espèce de truc de passation, en fait. Et je me dis, de temps en temps, je vois la fierté dans leurs yeux et je me dis, ok, bon. C'est chouette en fait de les voir et de dire maman, ouais, moi aussi je ferai comme ça, c'est génial ce que tu fais, des petits mots comme ça, et je me dis bon, ça me rend fière en fait, et que je me dis bon, la passation elle va se faire gentiment et qu'elle soit fière d'elle, qu'elle soit indépendante aussi. Ouais, j'ai bien envie de rebondir sur ce que tu as dit, les petites fiertés en fait, les petites fiertés du quotidien. Je suis plutôt partisane de célébrer les petites victoires que d'attendre la grande victoire un peu idéaliste. Ceci dit, je dirais que ce dont je suis la plus fière, c'est d'arriver à suivre mon intuition et de me dire que c'est pas parce que je n'ai jamais fait quelque chose que je ne suis pas capable de le faire. Voilà. Parce qu'en fait, on emmagasine beaucoup d'expériences au fur et à mesure qui parfois nous donnent une boîte à outils qui nous permettent de mener des projets qu'on n'a jamais fait avant, mais on a les compétences pour le faire. Moi, j'ai notamment en tête la fresque murale dans le Marais. D'ailleurs, Anna et Cécile y ont contribué. Une fresque de 5 mètres sur 10 mètres. J'avais jamais fait ça avant. J'étais jamais montée sur une échelle à 5 mètres de haut. Donc, peindre à 5 mètres de haut, autant dire que waouh! À l'époque, moi, c'était plutôt collage. Donc, la peinture, voilà. Dessiner sur un mur de 50 mètres carrés alors que je dessinais sur papier, sur des petits formats. Tout ça, c'est des difficultés auxquelles j'avais jamais été confrontée. Et pourtant, j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait « mais vas-y, ça va le faire ». Alors, c'était absolument pas rationnel. Franchement, sur le papier, il y avait rien qui matchait. D'ailleurs, mes amis étaient un peu inquiets, à vrai dire.
de se dire mais dans quoi elle se lance. On la connaît sous ses côtés aussi un peu faux folle, mais là elle passe un cap et finalement ça l'a fait. Après c'était pas du tout un projet en solo, évidemment on est toujours bien accompagné et voilà, vous êtes là pour en témoigner, mais donc voilà, ce serait ça mon message, de se dire c'est pas parce qu'on n'a jamais fait quelque chose qu'on n'est pas capable de le faire. Voilà. Tu veux comment Non, tu l'as dit tout à l'heure, ça, oui. Moi, j'ai parlé déjà. C'est vrai, tu as dit ta première fierté, c'est vrai. Moi, ma plus grande fierté, c'est d'être arrivée là où j'avais envie d'aller, quoi. J'avais envie d'entreprendre et de créer une agence artistique pour soutenir les artistes. Et 7 ans plus tard, j'ai soutenu financièrement plus de 60 artistes, je pense, avec des projets essentiellement corporate, mais aussi avec des particuliers, des projets de commande, des projets de collaboration et des chèques à pas mal de chiffres pour eux. Donc ça, je suis fière de ça. Voilà. Et la dernière, je dirais, fierté, là, la plus récente, c'est Maslow. C'est ce programme de formation où je change ma posture, où je quitte l'entrepreneur qui va chercher des projets pour les artistes et où je donne les clés. Et où je leur dis, tiens, j'ai fait comme ça pendant 7 ans. Maintenant, fais-le. Et vous allez le faire sans moi. Parce que la vie, ça évolue. Après, on a envie de faire des choses différentes. Donc, je suis fière de ça. Ouais. Est-ce que je peux juste rebondir très brièvement là-dessus? Ça me donne envie de demander, est-ce que, c'est une question ouverte, est-ce qu'il y a un jour où on se sent arrivé? Moi, je sais que on court tous après quelque chose, après un rêve, après, tu vois, tu dis être arrivé là où j'avais envie d'aller, et après. Et finalement, il y a toujours un après, mais alors, comment dire, c'est pas dans un sens négatif du tout, je trouve ça formidable, mais n'oublions pas qu'on arrive quelque part à un moment. C'est OK de changer d'objectif aussi, c'est OK de rêver à autre chose. Les rêves qu'on a aujourd'hui sont peut-être pas nos rêves de demain, et voilà. Donc c'est juste, ça me donne, enfin voilà, je rebondis là-dessus. Là, on part dans la philo, là. Donc c'est un talk philo, art, entrepreneuriat. On crée un nouveau concept. Non, mais on adore. En plus, la philo, moi, j'adore. Donc l'attitude qu'on a par rapport à notre métier, finalement, définit aussi énormément la manière dont on va le vivre et le gérer. Ah ouais, c'est sûr. Si on se pose pas un peu des questions sur qui on est, c'est le point de départ. Ouais, c'est même le point de départ. Ouais, franchement, c'est une belle question. Moi, déjà, Mathilde, si tu veux dire quelque chose. Non, ce que j'essaie de me dire, c'est déjà, je sais que je ne serai jamais arrivée. Enfin, j'y crois pas à cette notion d'être arrivée quelque part. Je pense que c'est infini. C'est infini. C'est infini. Je pense que, en fait, tu sais, c'est un peu comme un marathon, mais ça ne s'arrête pas à 42 km. En fait, il n'y a pas vraiment de fin. C'est plutôt des étapes. C'est les pit stops, comme en Formule 1. La notion de pit stop, où en fait, tu t'arrêtes, tu fais un peu un état des lieux de où tu en es. Est-ce que tu es à peu près sur le bon chemin? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster, etc. Et là, tu te dis, voilà, je suis fière d'avoir accompli ça. Maintenant, j'aimerais bien aller vers ça, etc. Donc, je crois vraiment beaucoup à cette notion de pit stop ou d'arrêt. Mais je ne crois pas à cette notion d'être arrivé quelque part, quoi. Mais vas-y. En fait, elle est peut-être là, la différence entre les entrepreneurs et les artistes. Elle est peut-être exactement là, en fait. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, je trouve, moi... Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, du coup, tu as des phases où tu te dis « c'est bon, j'ai atteint le truc ». En tant qu'artiste, en fait, tu te dis « j'ai jamais atteint » parce qu'en fait, il y a un chemin qui se crée déjà avant même que tu réalises que tu as atteint ce que tu voulais. Il y a déjà l'autre médium, l'autre envie. Et je pense que la différence est peut-être là. Quand je me mets dans ma casquette de danseuse, je ne suis jamais arrivée là où j'ai envie. Alors que, voilà. Moi, j'avais envie de réagir, donc je m'appelle Mathilde Guégan, je suis artiste. Et donc, moi, j'avais envie de dire, j'ai le sentiment d'être arrivée, puisque je suis à cette place d'artiste qui est infinie, en fait. Donc, je suis à la place où plus rien n'est interdit. J'ai affronté ma plus grande peur, qui était de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins avec l'argent.
Donc maintenant que ça c'est affronté, je suis à un endroit où je sais que c'est infini et du coup c'est bien. Voilà. Donc, mais du coup c'est rassurant parce que je suis sur le bon chemin. Donc à chaque fois que j'ai un échec, à chaque fois que j'ai une difficulté, je me dis respire, c'est pas grave, au moins tu vas dans la bonne direction. Et le fait, avant, dans ma carrière d'avant en entreprise, d'avoir le sentiment d'avancer dans une direction qui n'avait pas de sens pour moi, ça c'était une souffrance immense. Et par exemple, moi j'ai mon frère, il est artiste depuis, on a quasiment le même âge, et lui il est artiste depuis toujours. Et lui, parfois il me dit, ah oui, quand même, pour les gens qui sont en entreprise, c'est quand même plus rassurant, parfois j'en rêve un peu. Et je lui dis, mais tu sais, pour ceux qui ont été en entreprise, c'est une souffrance aussi en fait. Donc les deux ont des souffrances, après il faut choisir celle qui fait le moins mal. C'est une question d'aspiration aussi, je pense. De quels sont... Ah oui, pardon. J'ai bougé là. Ouais, je pense que c'est une question d'aspiration. Il y a des gens qui sont en entreprise, qui sont très épanouis et qui ont besoin d'avoir cette ligne qui les conduit quelque part et de se dire, voilà, je vais monter les échelons et je vais arriver à cet endroit-là, etc. C'est très rassurant. Il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est pas du tout adapté. Je pense que ce qui est important, c'est de vivre à propos. Enfin, c'est de vivre, en fait, de trouver la vie qui est à la hauteur de ce qui nous correspond en termes de rêves, d'idéal, de valeurs aussi. Enfin, oui, tout à fait. Moi, les valeurs aussi, de pouvoir les exprimer complètement, de plus devoir les subir des valeurs qui ne me convenaient pas. Ouais. Et j'ai un autre critère aussi hyper concret pour savoir que je suis arrivée, c'est que je suis entourée des gens avec qui j'avais envie d'être. Ah, mais c'est génial. Et tu sais, quand tu vas manger avec des collègues et tu essayes de te dire, mais allez, ils sont vraiment sympas, je vais faire un effort, on va essayer de trouver un sujet qui m'intéresse un tout petit peu. Et qu'en fait, quand tu es avec des artistes et là, tu es à des conférences et tout, où c'est vraiment tout ce qui te passionne, et bah, c'est là où tu es bien, c'est là où tu es arrivé, que tu aies du succès ou pas, c'est le succès. Pour moi, c'est ça. C'est vrai. Pas monopoliser le micro. Mais tu avais quelque chose à dire, Adeline ? Non, j'ai oublié. Ouais. Oui, je suis désolée. Ah oui, il est 19h58. C'est dommage parce qu'on avait plein d'autres questions. En fait, on aurait dû faire un talk de 2 heures. Bon, c'est peut-être un peu long, mais en tout cas 1h30. Mais peut-être qu'on peut faire un chapitre 2 à cette table ronde. Voilà. Qu'on intitulera du coup Art, entrepreneuriat et philosophie. Parce que j'ai l'impression quand même que ça fait écho. C'est vrai. Philosophie à la galerie Portugais. Ah, intéressant. Donc une philosophie. D'accord, génial, on invitera une philosophe alors. Un grand merci à toutes. Merci Adeline d'avoir été là, Nicolas, et puis les filles. Et puis merci à vous d'être venus. Et merci à vous d'être venus, on est ravis.